dans le couloir de la mort d'une prison d'État en Caroline du Nord, à la fin de l'année 2004, se trouvait un homme que la société avait condamné bien avant qu'un juge ne prononce la sentence finale. Il s'appelait Gabriel Ramirez, avait 35 ans, et portait sur ses épaules un passé marqué par des erreurs, de la violence et de mauvaises décisions. Cependant, ce qui allait se produire dans ses derniers jours de vie allait remettre en question tout ce que ses gardiens, les juges, et même lui-même croyaient savoir sur la justice, le pardon et la foi. Gabriel n'était pas né dans un environnement privilégié. Depuis son enfance, sa mère, Isabelle Duarte, l'emmenait chaque dimanche à la petite église du quartier. Isabelle était une femme simple, veuve depuis jeune, qui survivait à peine en travaillant comme couturière. Elle portait toujours sur elle un petit rosaire et une image de la Vierge Marie qui avait appartenu à sa propre mère. Cette image déjà usée et aux bords effilochés par le temps était le symbole d'une foi transmise de génération en génération. Isabelle avait l'habitude de lui répéter « Mon fils, quand tout semble perdu, souviens-toi que la Vierge n'abandonne jamais ses enfants. » Pendant son enfance, ces mots semblaient se graver dans le cœur de Gabriel, mais l'adolescence et les tentations de la rue se sont chargées de les effacer. À 15 ans, il a rejoint un gang du quartier. À 17 ans, il avait déjà été arrêté 2 fois pour vol mineur. À 24 ans, au cours d'un braquage raté d'un magasin, une tragédie s'est produite, un homme a perdu la vie. Gabriel a insisté sur le fait qu'il n'avait pas tiré, qu'il était seulement là, entraîné par la pression de son groupe. Mais la police avait besoin d'un coupable et toutes les preuves semblaient le désigner. Le procès a été rapide. Le procureur l'a dépeint comme un jeune homme sans âme, incapable de rédemption. Son avocat commis d'office a à peine eu le temps de monter un dossier, en moins de 3 mois, le jury l'a déclaré coupable d'homicide au premier degré. Le juge Richard Coleman a prononcé la sentence la plus dure d'une voix sévère. Gabriel Ramirez, ce tribunal vous condamne à la peine maximale prévue par la loi. Isabelle, sa mère, s'est effondrée dans la salle entre cris et larmes. Depuis ce jour, un rituel sacré a commencé. Chaque semaine, pendant 8 longues années, elle rendait visite à son fils à la prison, bien qu'elle ne puisse le voir qu'à travers une vitre. Elle portait toujours le même rosaire, priait toujours avec lui, répétait toujours que la Vierge ne l'abandonnerait jamais. Les premières années dans la cellule ont été un enfer pour Gabriel. Il était tiraillé entre la rage, la frustration et la résignation. Il ne pouvait pas prouver son innocence et la haine envers ceux qui l'avaient accusé injustement le consumaient. Cependant, petit à petit, quelque chose a commencé à changer, la présence constante de sa mère, ses paroles d'espoir et les visites d'un aumônier âgé, le père Esteban O'Hill, ont commencé à allumer en lui une flamme qui était éteinte depuis son enfance. Le père Esteban, un prêtre irlandais aux cheveux blancs et au regard bienveillant, ne parlait pas de condamnation ou de peur. Ses messages portaient toujours sur la miséricorde et le pardon. Gabriel, Dieu connaît la vérité même quand les hommes ne parviennent pas à la trouver. Au début, Gabriel l'écoutait avec incrédulité, mais au fil des mois, il a commencé à assister aux offices religieux à l'intérieur de la prison, à réciter à nouveau le rosaire que sa mère lui avait appris, à demander, même en silence, un peu de paix dans son cœur. C'est lors de sa 7e année d'enfermement que s'est produit quelque chose qui allait marquer un avant et un après dans sa vie. Une nuit, alors qu'il priait dans sa cellule, il a eu une vision. Devant lui est apparue une femme vêtue de blanc et de bleu, avec un visage serein et des yeux qui transmettaient une compassion impossible à décrire. « Mon fils, ta mère n'a jamais cessé de prier pour toi, ne perds pas la foi, la vérité finit toujours par éclater. » Gabriel a cligné des yeux et la vision a disparu. Il ne savait pas si c'était un rêve, une hallucination produite par l'enfermement ou quelque chose de surnaturel. La seule chose certaine, c'est qu'après ce moment, il a ressenti une paix intérieure qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il a raconté ce qui s'était passé au père Esteban, qu'il a écouté avec un profond respect et a répondu, « Quand la Vierge apparaît, elle le fait à ceux qui ont le plus besoin d'espoir. N'arrête pas de prier. » Le temps a passé, avec lui, la date inévitable approchait. Le 10 novembre 2004, Gabriel a reçu la notification définitive. Son exécution aurait lieu le 13 novembre à 18 h. Il ne restait aucun recours légal, aucun appel en suspens. La nouvelle l'a coupé le souffle, mais en même temps, il a senti qu'il était préparé d'une manière étrange. La veille de l'exécution, sa mère lui a rendu visite pour la dernière fois. Isabelle, déjà vieillie et à la santé fragilisée par les années de lutte, est entrée dans la salle avec un petit objet dans ses mains. C'était la même image de la Vierge Marie qui avait appartenu à sa grand-mère. « Mon fils,
je veux que tu l'aies avec toi dans tes dernières heures. Cette image nous a accompagnés, toutes les femmes de notre famille. Maintenant, elle sera ta compagnie aussi. Gabriel a pris l'image et a éclaté en sanglots comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Il l'a serrée contre sa poitrine et lui a dit « Merci, maman, de n'avoir jamais abandonné ». Cette nuit-là, seul dans sa cellule, incapable de dormir, il a commencé à prier avec une dévotion qu'il n'avait jamais ressentie. À 3 heures du matin, alors que le silence régnait dans les couloirs de la prison, il a prononcé une prière que sa mère lui avait enseignée enfant, « Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, intercède pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Refuge des affligés, consolation de ceux qui souffrent, reçois-moi dans ta miséricorde. » À cet instant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'aube du 13 novembre se levait différemment dans la prison d'État de Caroline du Nord. L'air était chargé comme si les murs eux-mêmes avaient entendu les prières de Gabriel Ramirez pendant la nuit. Il restait encore des heures avant l'exécution, mais quelque chose s'était brisé dans la routine rigide du couloir de la mort. Tout a commencé peu après 3 heures du matin. Gabriel, agenouillé sur le sol de sa cellule, serrait contre sa poitrine l'image de la Vierge que sa mère lui avait remise lors de sa dernière visite. Il priait avec ferveur, en sueur, comme quelqu'un qui s'accroche à la dernière corde au milieu d'un abîme. Et alors, l'inattendu s'est produit. Cette image usée par les années a commencé à émettre une lumière douce, tiède, d'abord imperceptible, puis de plus en plus claire, jusqu'à remplir la cellule d'une lueur dorée qui n'avait pas d'explication logique. Le premier à le remarquer a été Luis Mendoza, le gardien chargé de la ronde nocturne. Il marchait distraitement, traînant les pieds, lorsqu'il s'est arrêté pour voir un éclair sous la porte métallique. Il a cru que c'était un briquet ou une ampoule défectueuse. Il a frappé à la porte rudement. « Ramirez, qu'est-ce qui se passe là-dedans » Gabriel, la voix entrecoupée, a répondu « Je ne sais pas, monsieur, regardez, l'image brille. » Mendoza a hésité, a regardé par la minuscule fenêtre et a été paralysé. Il n'y avait ni lampe, ni câble, ni feu, seulement un homme agenouillé avec une petite image entre les mains et cette lumière impossible qui semblait naître d'un lieu qui n'appartenait pas à ce monde. Le gardien incrédule a appelé par radio le superviseur de nuit, Robert Chao, qui est arrivé accompagné de 2 autres hommes. Tous ont été témoins de la même chose. Ils ont fouillé la cellule avec minutie, le matelas, les vêtements, les livres, jusqu'au joint du sol. Rien ne pouvait expliquer cette lueur. Lorsqu'ils ont essayé de recouvrir l'image avec un sac opaque, la lumière a traversé le matériau comme s'il s'agissait de cristal. Le superviseur nerveux a ordonné d'informer le directeur, Nathaniel Brox. Celui-ci est arrivé après 4 heures du matin, irrité d'avoir été réveillé, mais en voyant la scène, il a immédiatement perdu son air autoritaire. Il a observé en silence pendant plusieurs minutes et a finalement ordonné « Amenez l'aumônier. Personne ne touche à cette image sans mon autorisation jusqu'à nouvel ordre. Je veux un silence absolu sur ce qui se passe ici. » Le père Esteban où il a été conduit au couloir. À peine avait-il mis un pied devant la cellule qu'il s'est agenouillé avec respect, a prié à voix basse, puis s'est tourné vers le directeur. « Je ne peux pas donner d'explication scientifique, monsieur Brox, mais je sais reconnaître quand la foi se manifeste. Cet homme n'est pas seul dans cette cellule. » Le directeur, bien qu'incrédule, a permis à Gabriel de continuer à prier, mais la nouvelle, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas tardé à filtrer. À l'heure du petit déjeuner, la rumeur courait dans toute la prison. Certains gardiens se signaient en cachette, d'autres murmuraient que c'était l'œuvre de produits chimiques ou de tours de passe-passe. Personne ne trouvait de réponse. Cependant, le plus surprenant s'est produit vers 9 heures du matin. L'un des officiers les plus anciens, Hector Walla, un homme endurci par des décennies de service et connu pour sa dureté avec les détenus, a demandé à s'approcher de la cellule. Personne ne comprenait pourquoi, mais son insistance était telle que le directeur a cédé. Lorsque Walla s'est arrêté devant Gabriel, il l'a regardé dans les yeux et, sans prévenir, s'est effondré à genoux. Ses épaules tremblaient et de sa bouche est sorti un sanglot profond, les pleurs retenus d'un homme qui avait trop longtemps porté un poids insupportable. « Je n'en peux plus », a-t-il dit d'une voix brisée. « Je ne peux pas le cacher. » Tous sont restés paralysés. Le directeur, confus, a demandé « Caché ?» Quoi ? Le gardien a levé la tête, le visage inondé de larmes. « J'ai menti au procès. J'ai témoigné contre cet homme. J'ai été poussé à le désigner comme coupable,
mais ce n'était pas lui, ce n'était pas Ramirez. Le silence était absolu. Les autres officiers se sont regardés avec incrédulité. Mendoza s'est accroché à son gourdin comme s'il avait besoin de quelque chose de ferme au milieu du tourbillon. Le père Esteban a fermé les yeux et a murmuré, la vérité finit toujours par éclater. Le directeur, pâle, a fait un pas en avant. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, voilà. Vous confessez un faux témoignage devant des témoins. Je sais, a répondu le gardien. Je préfère affronter la prison plutôt que de porter un jour de plus la condamnation d'un innocent. Gabriel, depuis son lit, ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il a serré l'image contre sa poitrine et ses yeux se sont remplis de larmes. Il n'a rien dit, il a juste laissé les paroles du gardien remplir l'espace comme un écho impossible à arrêter. Les personnes présentes ont compris que ce n'était pas une simple crise émotionnelle. C'était une confession qui pouvait tout changer. Et le plus étonnant était que cela s'était produit en plein milieu d'un phénomène qui défiait toute explication. Le directeur a ordonné de suspendre toute préparation immédiate à l'exécution et a communiqué la confession aux autorités de l'État. En quelques heures, des avocats, des journalistes et des représentants du parquet ont commencé à s'agiter. L'affaire Gabriel Ramirez, jusqu'alors oubliée, renaissait avec une force inattendue, comme une rivière souterraine qui finit par trouver une issue. La lumière dans la cellule est restée allumée pendant toute cette journée. Certains disaient qu'elle semblait accompagner chaque prière de Gabriel, chaque parole de vérité qui émergeait après des années de silence. Personne dans la prison n'a plus parlé de coïncidence. La matinée avançait et les murs de la prison semblaient contenir difficilement la tension qui grandissait à l'intérieur. Ce qui avait commencé comme une rumeur dans le couloir s'était déjà transformé en une nouvelle qui parcourait les téléphones et les bureaux. La confession d'Hector Walla, un gardien vétéran, avait déclenché un tremblement de terre impossible à arrêter. Le directeur Nathaniel Brox s'est enfermé dans son bureau à peine après avoir raccroché l'appel avec Raleigh. Il avait les mains moites et le cœur battant dans les tempes. Il avait exécuté des ordres pendant toute sa carrière, croyant au système, à la froideur des procédures. Mais il avait maintenant devant lui une lumière inexplicable et le témoignage d'un subordonné qui pouvait faire tomber tout un procès. Dans la salle de contrôle, les gardiens étaient divisés entre incrédulité et peur. Certains répétaient qu'il s'agissait d'un montage. D'autres disaient qu'ils avaient vu de leurs propres yeux l'impossible. Et tous, sans exception, s'attendaient à ce que la situation éclate au-delà des murs. Cela n'a pas tardé à se produire. À 11 heures du matin, 2 véhicules noirs sont entrés dans la cour de la prison. Des représentants du parquet et 2 avocats de l'État en sont descendus. Ils ont exigé de parler à Walla immédiatement. Le gardien, toujours avec le visage gonflé par les pleurs, a été conduit dans une salle d'interrogatoire. Devant lui, un enregistreur vocal attendait de s'allumer. « Monsieur Walla, confirmez-vous ce que vous avez dit ce matin ?» a demandé le procureur d'un ton sévère. « Oui », a-t-il répondu sans hésiter. « J'ai été poussé à déclarer que j'avais vu Ramirez sortir de la scène du crime. Ce n'était jamais vrai. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai aucune preuve contre lui. Qui vous a poussé ?» Walla a baissé la tête. Un détective affecté à l'affaire. Il m'a laissé entendre que si je ne témoignais pas, mon poste serait en danger. J'ai cédé, je me suis tué, par mon silence, j'ai signé la condamnation d'un innocent. L'enregistrement a continué pendant près d'1 heure. À la fin, Walla semblait avoir vieilli de 10 ans, mais son regard était étrangement soulagé. Le procureur a éteint l'enregistreur et a échangé un regard avec les avocats. Tous comprenaient le poids de ces mots. Pendant ce temps, dans la cellule 13, Gabriel restait agenouillé avec l'image entre les mains. La lueur était toujours là, immuable, baignant les murs gris d'une teinte chaude qui détonnait avec la crudité de cet endroit. Le père Esteban il restait à ses côtés, priant en silence. Il avait vu de nombreux condamnés mourir avec résignation, mais il n'avait jamais été témoin de quelque chose qui transcendait autant l'humain. À midi, les téléphones de la prison ont commencé à sonner sans relâche. Un journaliste local avait reçu une information anonyme et publié la nouvelle, un gardien avoue un faux témoignage dans l'affaire Ramirez. Un miracle en prison déclenche une controverse. En quelques minutes, les radios et les chaînes régionales ont relayé l'information. L'histoire ne pouvait plus être cachée. Le directeur Brox, acculé, a convoqué une réunion d'urgence. À la table étaient assis les procureurs, l'aumônier, 2 représentants de la défense publique et 3 officiers de haut rang.
L'atmosphère était chargée comme si l'air lui-même pesait. Messieurs, a commencé Brox, nous ne pouvons pas permettre que cette prison devienne un cirque médiatique, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer ce qui se passe. Wallah a confessé sous serment. Cela rouvre automatiquement l'affaire. L'un des procureurs a acquiescé. Nous avons déjà notifié la Cour supérieure. Si la confession est validée, l'exécution doit être suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les mots ont résonné comme un coup de tonnerre. Gabriel, condamné pendant des années, était à un pas de voir sa condamnation à mort mise en pause. Mais tous n'étaient pas d'accord. Un procureur adjoint, un jeune homme ambitieux, a frappé la table avec sa paume. Et si tout cela était un montage, une manipulation pour retarder l'inévitable? N'oublions pas qu'il y a une victime, une famille qui attend justice. Le père Esteban a élevé la voix avec un calme qui imposait plus qu'un cri. Ce n'est pas justice d'exécuter un innocent, et vous le savez. Les discussions ont continué pendant des heures. Dehors, la presse se pressait à l'entrée de la prison. Caméra, micro, lumière. La nouvelle du miracle et de la confession s'était répandue comme une traînée de poudre. Certains médias parlaient de la Vierge qui brille dans la prison. D'autres, plus sceptiques, la décrivaient comme un phénomène lumineux sans explication. Mais tous s'accordaient sur une chose. L'exécution de Gabriel Ramirez était en doute. Dans l'après-midi, la mère de Gabriel, Isabelle Ramirez, est arrivée à la prison. Elle avait voyagé à l'aube depuis son petit village en apprenant ce qui s'était passé. Les gardiens l'ont conduite jusqu'à la chapelle intérieure où elle a pu voir son fils pour la première fois depuis des semaines. Gabriel, en la voyant, a fondu en larmes. « Maman, il semble que la Vierge vous ait écouté. » Elle l'a serré fort dans ses bras. « Je t'ai toujours dit qu'elle n'abandonne pas ceux qui souffrent. Aie foi, mon fils. » La vérité est en train d'éclater. Pendant que mère et fils se retrouvaient, des documents urgents étaient rédigés dans les bureaux. Les procureurs devaient présenter une motion pour suspendre l'exécution dans moins de 24 heures. La tension était maximale. À la tombée de la nuit, un hélicoptère a survolé la prison. Il amenait un juge de la Cour supérieure. Il avait décidé d'écouter personnellement le témoignage de Wallah et d'évaluer la situation. Le juge, un homme à l'air austère, est entré dans la salle d'audience improvisée dans la bibliothèque de la prison. Il a écouté en silence pendant plus de 2 heures, a observé Wallah, a observé l'image lumineuse que les gardiens lui ont montrée depuis la cellule et s'est finalement retiré pour délibérer. Personne ne respirait normalement. Le destin de Gabriel dépendait de cette décision. À 23 heures, le juge a signé une ordonnance provisoire. L'exécution était suspendue indéfiniment jusqu'à ce que l'affaire soit réexaminée. Le document a été lu à voix haute devant Gabriel. Le condamné qui avait vécu des années dans l'ombre de la mort est tombé à genoux, reconnaissant. Il a levé l'image et a murmuré « Merci, maman, tu ne m'as pas laissé seul. » La lueur, pour la première fois de toute la journée, a semblé s'intensifier. Les gardiens qui étaient présents ont juré que pendant quelques secondes, toute la cellule s'était remplie d'une lumière si forte qu'aucun n'a pu regarder directement, puis s'est éteinte soudainement. Gabriel est resté silencieux, serré dans les bras de sa mère. Les personnes présentes savaient que ce qu'elle venait de vivre ne serait jamais oublié. La nouvelle de la suspension de l'exécution s'est propagée comme une traînée de poudre dans tout l'État. Dans les radios matinales, dans les journaux télévisés de minuit et dans les journaux du lendemain matin, le nom de Gabriel Ramirez occupait les titres. Certains parlaient du miracle de la Vierge dans la prison, d'autres le dénonçaient comme une tromperie opportuniste pour échapper à la justice. La société entière était divisée entre croyants et sceptiques, entre ceux qui voyaient en Gabriel un martyr de l'injustice et ceux qui continuaient à le considérer comme un criminel. Dans la prison, l'atmosphère est devenue irrespirable. Le directeur Nathaniel Brox a reçu des ordres directs du gouverneur, discrétion maximale, contrôle absolu de la presse, aucune fuite supplémentaire. Mais c'était impossible. Trop de yeux avaient vu la lumière dans la cellule. Trop d'oreilles avaient entendu la confession de Wallah. Les appels téléphoniques ne cessaient pas. Des journalistes, des organisations de défense des droits de l'homme, des avocats indépendants et même des chefs religieux demandaient à avoir accès à Gabriel. Le gouverneur, sous pression, a autorisé la création d'une commission spéciale pour rouvrir l'affaire. Dans cette commission siégeraient des procureurs, des juges, des défenseurs et aussi un représentant de l'Église. Le processus promettait d'être long et plein d'obstacles.
Pendant ce temps, Gabriel restait dans la même cellule, non plus comme un condamné en compte à rebours, mais comme le centre d'un ouragan judiciaire et spirituel. Il passait des heures à prier, à recevoir les visites sporadiques de sa mère Isabelle et du père Esteban. Chaque rencontre était chargée d'émotions. Isabelle, bien qu'épuisée, irradiait une force tranquille comme si elle avait attendu ce moment pendant des années. Mais tous ne se réjouissaient pas du tournant des événements. Dans un bureau du parquet, certains fonctionnaires discutaient à voix basse de la manière de contenir le scandale. Il y avait trop d'intérêts en jeu, des carrières politiques, la réputation de la police, des dossiers qui ne résisteraient pas à un examen approfondi. Le procureur adjoint, qui avait exprimé sa méfiance quelques jours auparavant, était convaincu que si l'innocence de Gabriel était prouvée, de nombreuses personnalités tomberaient en disgrâce. « Nous avons besoin de preuves qui closent l'affaire », a-t-il dit avec froideur. « Ou nous la rouvrons et laissons tout le système s'effondrer. » Parallèlement, les avocats de la défense ont commencé à revoir chaque détail du procès d'il y a 8 ans. Ils ont découvert des incohérences dans les témoignages, des preuves égarées et des contradictions dans les rapports médico-légaux. Tout indiquait que le processus avait été manipulé dès le début. Ce qui au début semblait être une simple confession isolée menaçait maintenant de dévoiler un réseau de corruption plus vaste. Dans la prison, la tension se reflétait même dans les gardiens. Certains se montraient émus et traitaient Gabriel avec un respect inhabituel. D'autres, mal à l'aise à l'idée d'avoir gardé un innocent, le regardaient avec un mélange de honte et d'hostilité. Luis Mendoza, le premier gardien qui avait vu la lumière dans la cellule, était tiraillé en silence. La nuit, il n'arrivait pas à dormir. Cette lueur le hantait comme une question sans réponse. Un vendredi après-midi, alors que la presse campait devant la prison, une audience préliminaire a été organisée au tribunal du comté. Walla a été escorté jusqu'à la salle bondée. Il y avait des caméras, des micros et un murmure constant. Il s'est assis devant le juge et a répété une fois de plus, cette fois devant la nation entière, « J'ai menti au procès. J'ai témoigné contre Gabriel Ramirez, bien que je ne l'ai jamais vu sur les lieux du crime. Je me repens. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Les paroles de Walla se sont propagées comme un écho qui a traversé les écrans et les radios. Sur les visages du public se dessinaient des larmes, de l'incrédulité ou de la rage contenue. Pendant ce temps, dans sa cellule, Gabriel écoutait les nouvelles sur une petite radio autorisée. Il a fermé les yeux et a murmuré une prière de gratitude. Il savait qu'il était encore loin de la liberté, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il pouvait imaginer un avenir différent de celui de l'injection létale. Cependant, la bataille ne faisait que commencer. Derrière les murs du tribunal, certains procureurs cherchaient désespérément à discréditer Walla. Ils ont fouillé dans son passé, dans ses antécédents médicaux, même dans ses dettes personnelles. Ils voulaient démontrer que c'était un homme instable, incapable de soutenir sa version. La défense, pour sa part, travaillait contre la montre pour rassembler des preuves qui appuieraient l'innocence de Gabriel. Le père Esteban a été cité à comparaître pour témoigner au sujet de la lumière dans la cellule. Devant le juge, il a raconté ce qu'il avait vu de ses propres yeux, ce n'était pas une illusion ou un tour de passe-passe. Cette lumière nous a tous enveloppés. Et le plus important s'est produit au moment précis où la vérité a commencé à faire surface. Le juge a écouté en silence, sans émettre de jugement, mais ses yeux reflétaient de l'inquiétude. Il était conscient que l'affaire Ramirez avait déjà dépassé le cadre juridique. C'était un phénomène social, spirituel et politique. Dans les rues, les manifestations se sont multipliées. Des groupes religieux défilaient avec des bougies en priant pour Gabriel. Des organisations civiles exigeaient un réexamen complet du système judiciaire. Et à l'opposé, des associations de victimes protestaient contre ce qu'elles considéraient comme un manque de respect envers la mémoire des morts. Gabriel, étranger aux conflits extérieurs, s'accrochait à l'image de la Vierge. Elle ne brillait plus comme cette nuit-là, mais il sentait au plus profond de son cœur que la lumière restait invisible, l'accompagnant à chaque respiration. Les autorités savaient qu'elle ne pouvait pas tarder davantage. La pression médiatique et sociale était insupportable. Le gouverneur a annoncé publiquement la création d'un comité de révision extraordinaire pour évaluer l'affaire en moins de 30 jours. Cela signifiait que pour la première fois, Gabriel aurait l'occasion de prouver son innocence devant un tribunal impartial. Mais les ennemis dans l'ombre se déplaçaient aussi. L'un des détectives qui avait travaillé sur l'enquête initiale a commencé à recevoir des appels anonymes, des voix qui l'avertissaient, si cette affaire est rouverte,
vous ne serez pas le seul à tomber. Le réseau de corruption tremblait et, avec lui, la vie de plusieurs personnes impliquées. Une nuit, dans l'aile administrative de la prison, le directeur Brox a reçu un appel anonyme. Une voix grave et déformée l'a averti, arrêtez ça avant qu'il ne soit trop tard. Ne vous mêlez pas de choses qui ne vous concernent pas. Le directeur, bien qu'endurci par des années de service, a senti un frisson lui parcourir le dos. Il a raccroché sans répondre, mais il a compris qu'il y avait des forces obscures prêtes à tout pour faire taire la vérité. Pendant ce temps, la mère de Gabriel, Isabelle, est devenue une figure publique. Invitée à des émissions de télévision, elle parlait toujours avec sérénité. « Je ne suis qu'une mère qui n'a jamais cessé de croire en l'innocence de son fils et en la miséricorde de la Vierge. Je ne cherche pas la vengeance, seulement la vérité. » Ces paroles touchaient des millions de personnes et enflammaient encore plus le débat social. À l'intérieur de la cellule, l'image de la Vierge ne brillait plus comme cette première nuit, mais Gabriel affirmait ressentir une paix inexplicable chaque fois qu'il la tenait. Certains gardiens juraient que lorsqu'il priait, l'air de la cellule devenait différent, plus léger, comme si le désespoir reculait. Les jours avançaient avec une tension croissante. Lors de la deuxième audience du comité, McKinley lui-même a été cité à comparaître. Le détective est arrivé escorté par des avocats et avec un air défiant. Mais sous le feu des questions, sa sécurité a commencé à s'effriter. Une série de documents présentés par la défense montrait qu'il avait manipulé des rapports médico-légaux et omis des empreintes digitales qui ne correspondaient pas à Gabriel. Le public présent murmurait avec indignation. La presse a capturé chaque geste, chaque parole. McKinley, acculé, a fini par demander une pause, mais tous ont compris que sa figure s'effondrait. Cette même nuit, un groupe de détenus de la prison s'est approché de Gabriel pendant la récréation. L'un d'eux, un homme dur, condamné pour des crimes violents, lui a dit doucement, « Ramirez, je n'ai jamais cru en rien, mais si tu sors d'ici, je veux que tu pries pour nous. » Gabriel l'a regardé avec surprise et a acquiescé. Il a compris qu'au-delà de son cas personnel, sa lutte commençait à toucher les cœurs dans des endroits inattendus. Le comité a annoncé qu'il aurait besoin de plus de temps pour délibérer, mais le juge chargé de l'affaire a ordonné officiellement de suspendre toute préparation à une nouvelle date d'exécution jusqu'à ce que le processus soit terminé. Gabriel n'était plus un condamné à mort en attente, c'était un homme faisant l'objet d'un réexamen judiciaire avec de réelles possibilités de liberté. La société s'est polarisée encore plus. Certains médias l'appelaient l'innocent miraculé. D'autres l'accusaient d'être un faux martyr, mais inévitablement, son nom était devenu un emblème. Des églises entières ont organisé des veillées pour lui tandis que des groupes politiques s'affrontaient au sujet des failles du système judiciaire. Dans la prison, la tension a atteint un point culminant lorsqu'un gardien a découvert une enveloppe anonyme dans la salle de contrôle. À l'intérieur se trouvaient des photos d'Isabelle Ramirez prises en cachette et une note. Si cela continue, elle en paiera les conséquences. La menace a été immédiatement communiquée au directeur, puis aux autorités de l'État. Isabelle a été transférée dans un lieu sûr, bien qu'elle ait insisté avec des larmes aux yeux sur le fait qu'elle n'avait pas peur. S'ils essaient de nous faire taire, c'est parce que la vérité est sur le point de sortir, a-t-elle dit. L'affaire Ramirez n'était plus seulement l'histoire d'un homme accusé injustement. Elle était devenue un miroir où se reflétait la corruption, la foi, la peur et l'espoir de toute une nation. Et au milieu de ce tourbillon, Gabriel restait ferme, accroché à son image, convaincu que ce n'était pas lui qui soutenait l'image, mais la Vierge qui le soutenait lui. La tension atteignait des niveaux insupportables. Chaque journée apportait avec elle une nouvelle révélation, un nouveau rebondissement ou une menace plus sinistre. Ce qui au début semblait être une simple affaire judiciaire s'était transformé en une bataille aux dimensions imprévisibles, où la foi, la vérité et la corruption s'affrontaient sans relâche. Dans la prison, le directeur Nathaniel Brox a redoublé de sécurité autour de Gabriel Ramirez. Après avoir reçu les photos d'Isabelle et la menace directe contre sa vie, il savait qu'il y avait des forces dans l'ombre déterminées à tout faire taire. Il a ordonné que la mère de Gabriel soit escortée par des officiers de confiance chaque fois qu'elle visitait la prison et que ses déplacements soient confidentiels. Cependant, Brox lui-même commençait à avoir peur. Pas tant pour sa sécurité, mais pour l'ampleur du tourbillon dans lequel il était pris au piège. Pendant ce temps, lors des audiences du comité extraordinaire, le détective Harold McKinley a été interrogé avec virulence. Il a essayé de maintenir sa façade de sécurité, mais les documents présentés étaient dévastateurs, des rapports falsifiés, des témoins sous pression,
des preuves cruciales disparues. La défense, menée par un jeune avocat nommé Alejandro Torres, a même présenté des copies de communications internes qui démontraient comment McKinley avait reçu des incitations à clore l'affaire le plus rapidement possible. Le scandale s'est amplifié. Des manifestations devant le tribunal. Elles exigeaient non seulement la libération de Gabriel, mais aussi la démission immédiate de plusieurs procureurs. Certains politiciens, se sentant menacés, ont commencé à prendre leur distance par rapport à l'affaire. D'autres, cependant, ont essayé d'en tirer profit pour leurs propres ambitions. Mais pendant que le monde extérieur s'agitait, Gabriel restait serein. Dans sa cellule, il continuait à prier comme si le bruit de la planète ne pouvait pas pénétrer ses murs. L'image de la Vierge n'avait plus brillé avec l'intensité de la première nuit, mais ceux qui lui rendaient visite assuraient que sa simple présence transmettait la paix. Le père Esteban, en quittant chaque réunion, répétait la même chose. Cet homme ne rayonne pas le désespoir, il rayonne l'espoir. Cependant, le calme de Gabriel n'était pas partagé par tous. Certains gardiens, mal à l'aise à l'idée de l'attention médiatique, ont commencé à en vouloir à la situation. On murmurait qu'il y avait des officiers prêts à clore l'affaire par leurs propres moyens. Le directeur Brox a découvert des conversations inquiétantes dans les couloirs. Certains considéraient que